Dernière propriété, pour l'instant, l'existence d'un élément neutre. On va noter 0 avec une flèche, qui sera appelé le vecteur nul. C'est un vecteur qui donc doit être un élément de E, qui a la propriété que quand je l'ajoute à n'importe quel vecteur U, eh bien, ça me donne le vecteur U de départ. Et propriété qui va avec l'existence de cet élément neutre, c'est l'existence d'un opposé, d'accord, c'est-à-dire à partir d'un vecteur U, d'un vecteur qu'on va noter moins U, d'accord, mais qui est un vecteur V de E, qui vérifie la propriété que U plus V est égal à V plus U est égal au vecteur nul. Ça, ce sont les propriétés qu'on demande pour l'addition. Et pour la multiplication externe, on a des propriétés qui ressemblent. Alors attention, on ne peut pas tout, évidemment, transposer, notamment, évidemment, la commutativité n'a pas de sens, puisque la multiplication, ici, est dissymétrique, c'est un réel fois un vecteur. On va demander l'associativité. Alpha fois bêta U, c'est pareil que alpha bêta fois U. On va demander l'existence d'un élément neutre. Alors, l'existence d'un élément neutre, pour nous, évidemment, ça sera toujours le réel 1. Donc, on demande que 1 fois U, ça soit égal à U. Encore une fois, cette multiplication réel fois vecteur, j'ai le droit de la définir a priori comme je veux. Donc, ici, je suis en train d'énoncer en fait les règles que doit respecter cette définition. Et ensuite, on a des propriétés d'interaction entre la multiplication et l'addition. La distributivité de la multiplication sur l'addition. Donc, si j'ai alpha plus bêta fois U, c'est alpha U plus bêta U. Si j'ai alpha fois U plus V, c'est alpha U plus alpha V. Donc, toutes ces propriétés, évidemment, vous avez l'habitude de les manipuler sans aucun problème pour les vecteurs que vous avez rencontrés jusqu'à présent, c'est-à-dire les vecteurs essentiellement du plan et de l'espace, mais c'est important de savoir qu'on va pouvoir évidemment les utiliser de la même manière quand on va manipuler des vecteurs dans un cadre plus général. Alors, on va tout de suite donner des exemples et on va commencer par évidemment les cas les plus simples. Alors, le cas le plus simple, je ne vais pas commencer par n égale 1, je vais commencer par n égale 2 parce que ça, c'est vraiment probablement votre premier contact avec la notion de vecteur. Ici, je vais définir, comme je l'ai fait sur les exemples, sur les figures auparavant, je vais définir les vecteurs comme, tout simplement du plan comme des couples de nombres. Donc, je vais identifier vecteurs et coordonnées. Et donc, j'ai besoin simplement d'expliquer comment je définis sur les couples de réels l'addition et la multiplication externe. Alors, évidemment, il n'y a absolument rien de surprenant ici. Je vais prendre la définition, d'ailleurs, qu'on a rappelée sur les schémas, qui est la définition la plus naturelle. L'addition de deux couples, ça va être le couple constitué des sommes terme à terme des coordonnées. La multiplication externe, ça va consister tout simplement à appliquer la multiplication de réels sur les coordonnées. Ce que j'ai fait pour n égale 2, ici, je peux le faire pour n égale 3. À ce moment-là, c'est la même chose, mais j'obtiens les vecteurs de l'espace que j'identifie aussi ici au triplet de réels, c'est-à-dire aux éléments de R3. L'addition va être définie de la même manière, composante à composante, la multiplication de la même manière, composante par composante. Ce que j'ai fait pour n égale 2, n égale 3, je peux d'ailleurs le faire pour n égale 1. D'accord ? Alors pour n égale 1, on est dans une situation un peu bizarre parce que ça revient à identifier les réels à des vecteurs. Donc on est dans une situation un petit peu bizarre puisque à ce moment-là, on a les éléments de E qui sont des réels et on a aussi les éléments qui servent à définir la multiplication externe qui sont aussi des réels. Mais c'est des réels en quelque sorte qu'on décide de distinguer, en tout cas de manière théorique, en tout cas dans la définition évidemment des opérations d'addition et de multiplication externe qui évidemment sont du coup l'addition et la multiplication classiques sur les nombres réels. Alors ce que j'ai fait pour n égale 2, n égale 3, je peux le faire pour n quelconque. La généralisation ne pose aucun problème. Au lieu d'avoir des couples ou des triplets, je vais avoir des n uplets.
c'est-à-dire donc des NUP, donc x1, x2, xn de réel, et je vais définir l'addition terme à terme. Donc, le NUP x1, xn plus le NUP x'1, x'n, ça donne le NUP x1 plus x'1, x2 plus x'2, etc., xn plus x'n. Et de la même manière, la multiplication externe par un réel alpha va tout simplement s'appliquer coordonnée par coordonnée. Bon, donc jusque-là, on est vraiment dans un cadre qui est extrêmement proche de ce que vous avez pu faire jusqu'à présent. Là où ça va devenir intéressant, c'est qu'on va pouvoir maintenant considérer les espaces vectoriels un peu plus comment dire, abstraits, c'est-à-dire constitués d'objets mathématiques qu'on a pu étudier par ailleurs. Donc, on va notamment ici définir l'espace vectoriel des polynômes à coefficients réels. Et cet espace vectoriel, on va avoir l'occasion de pas mal travailler avec lui. On lui donne une notation, d'ailleurs, je pense qu'on avait déjà rencontré, qui est R. Donc, R désigne en fait l'ensemble dans lequel on prend les coefficients. Donc, ici, c'est pour ça qu'on prend des coefficients réels, on écrit R ici. Si on prend des coefficients complexes, on écrirait C. Et crochet X, le X désigne en fait tout simplement la variable de polynôme. Donc, R de X, c'est quoi? Eh bien, c'est tout simplement l'ensemble des polynômes, donc que je peux écrire sous la forme A0 plus A1x plus A2x2, etc., jusqu'à un certain AN xn. Évidemment, n est quelconque, et les coefficients A0 jusqu'à n sont aussi des réels quelconques. Par exemple, voilà, 1 plus 2x plus 4x2, c'est un polynôme à coefficient réel. 2 moins 3x, c'est un polynôme à coefficient réel. 5, c'est aussi un polynôme à coefficient réel, c'est un polynôme constant, mais c'est un polynôme. Dans R de X, évidemment, vous savez définir l'addition et les multiplications externes. L'addition de deux polynômes, elle va se faire tout simplement en additionnant les coefficients de chaque monôme terme à terme. Donc les coefficients constants s'ajoutent, les coefficients de x s'ajoutent, les coefficients de x2, etc. Et les coefficients de xn s'ajoutent. Et la multiplication externe, de la même manière, eh bien, se distribue terme à terme sur les coefficients du polynôme. Ces deux opérations, on ne va pas le vérifier parce que ça serait assez fastidieux, vérifient bien toutes les propriétés qu'on a demandées au départ pour l'addition et la multiplication externe dans un espace vectoriel. Donc, ceci montre que R de X, l'ensemble des polynômes à coefficient réel, est bien un espace vectoriel. Alors, il y a un petit effort de pensée ici à faire, puisque ça veut dire que quand je vais travailler dans R de X en tant qu'espace vectoriel, je vais considérer les polynômes comme des vecteurs. Alors, ce n'est pas pour ça que je vais me mettre à faire des dessins avec, voilà, où les polynômes apparaîtront comme des vecteurs. Ça pourra arriver. Ça permet d'ailleurs de mieux comprendre certaines démonstrations. Mais voilà, c'est une abstraction qu'on fait de nommer en fait les polynômes comme des vecteurs pour pouvoir ensuite appliquer à des polynômes des résultats qui vont être vrais dans n'importe quel espace vectoriel. Autre exemple, les fonctions définies sur un ensemble A quelconque. D'accord, qu'on note traditionnellement R puissance A. D'accord, le puissance A ici est un peu surprenant, hein, puisque A c'est un ensemble. Donc, ce qu'on note R puissance A, c'est tout simplement R exposant A, si vous préférez, c'est l'ensemble des fonctions f de A dans R. Comment je munis l'espace, R puissance A d'une structure d'espace vectoriel? Pour ça, il faut que je définisse sur l'ensemble des fonctions de A dans R une addition interne et une multiplication externe. Là encore, ces deux opérations sont extrêmement naturelles. Comment je vais définir la somme de deux fonctions définies sur A? Eh bien, tout simplement, comme la fonction qui a un élément x de A associe f de x plus g de x. Vous remarquez ici que je n'ai pas dit que A était un sous-ensemble de R ou quoi que ce soit. Hein. A peut être un ensemble quelconque. Hein. La notion de fonction, évidemment, est définie à partir d'un ensemble de départ quelconque. Et d'ailleurs, on
pourrait discuter sur l'ensemble d'arrivées. Ici, c'est important quand même d'avoir un ensemble d'arrivées qui va être l'ensemble des réels. Pourquoi? Parce que pour définir la multiplication externe, évidemment, j'ai besoin de pouvoir définir alpha fois f de x. Donc, évidemment, il faut que f de x soit lui-même un réel pour pouvoir définir cette multiplication. Donc, ces deux opérations, évidemment, d'addition de fonctions et de multiplication d'un réel par une fonction, on les a déjà rencontrées, hein, on les utilise tout le temps. Alors, exemple, du coup, on peut choisir évidemment l'ensemble A qui nous intéresse. Donc, on peut prendre les fonctions définies sur R. On peut prendre les fonctions définies sur n'importe quel intervalle. Ici, l'intervalle 0, 1 ouvert. Mais on peut aussi prendre, par exemple, A, l'ensemble des entiers naturels. Alors, les fonctions définies sur N, en fait, c'est la même chose que les suites à valeur réelle. D'accord? La notation usuelle n'est pas tout à fait la même. On note plutôt U indice N que U de N pour une suite. Mais fondamentalement, évidemment, c'est le même objet. Voilà, alors ce que je n'ai pas dit ici, bon, et en théorie, il faudrait vérifier explicitement que eh bien, ces opérations définissent bien une structure d'espace vectoriel, donc vérifier un par un tous les axiomes de toutes les propriétés qu'on exige de l'addition, de la multiplication externe. On ne va pas le faire, vous pouvez me faire confiance, ils sont bien vérifiés pour les fonctions définies sur un ensemble A. Et en fait, à vrai dire, on va rarement vérifier ces axiomes parce que assez souvent, les espaces vectoriels qu'on va considérer seront soit des espaces vectoriels classiques, donc on sait déjà qu'ils sont des espaces vectoriels, donc on vient de voir des polynômes ou les fonctions définies sur un ensemble A, mais assez souvent, ça va être des restrictions en fait de ces ensembles, de ces espaces vectoriels connus, c'est-à-dire des sous-ensembles. D'accord ? Donc, on a la notion de sous-espace vectoriel. Et l'intérêt d'un sous-espace vectoriel, c'est que, eh bien, c'est beaucoup plus simple de vérifier qu'un ensemble F est un sous-espace vectoriel d'un espace vectoriel E, plutôt que de redémontrer complètement qu'un ensemble F est un espace vectoriel. Donc, la définition, elle est très naturelle, hein. On va dire qu'un sous-ensemble F d'un espace vectoriel E est un sous-espace vectoriel de E si c'est un espace vectoriel lorsqu'on le munit des mêmes lois, évidemment, que les lois de E de l'espace vectoriel E. Donc, il ne s'agit pas, évidemment, de changer les lois au passage, de définir autrement l'addition, la multiplication externe. Proposition. Un sous-ensemble F d'un espace vectoriel E est un sous-espace vectoriel, donc un espace vectoriel lui-même, si et seulement si 0, le vecteur nul, appartient à F. Pour tout couple d'éléments U et V de F, la somme U plus V est toujours dans F, donc stabilité de F par addition. Pour tout élément de F et tout réel alpha, alpha U est encore dans F, stabilité par multiplication externe. Et c'est tout. Autrement dit, pour montrer que F est un espace vectoriel, à partir du moment où je remarque que F est un sous-ensemble d'un ensemble E dont je sais déjà qu'il est un espace vectoriel, je n'ai pas besoin de vérifier toutes les propriétés de l'addition, etc., de la multiplication. J'ai simplement besoin, en gros, de vérifier que le vecteur nul est bien dans F et que les opérations d'addition et de multiplication externe sont stables par F. D'accord ? C'est-à-dire que je ne sors pas de F en réalisant ces opérations. Évidemment, ça n'a rien d'évident parce que quand je prends deux vecteurs de E, je sais que c'est la somme et un vecteur de E, mais si je prends deux vecteurs de F et que je n'ai pas fait attention à la manière dont j'ai défini F, en général, il n'y a aucune raison que la somme soit encore dans F. Donc, ça va demander évidemment une certaine structure à F, et précisément, cette structure, c'est la structure d'espace vectoriel. Alors, il y a une manière plus simple de vérifier même qu'un sous-ensemble d'un espace vectoriel est un sous-espace vectoriel, et c'est souvent ça d'ailleurs qu'on utilise. On peut le faire en un seul coup. On prend... pourquoi j'ai un mul? Excusez-moi, une petite erreur, c'est alpha bêta. Je corrigerai dans les diapos sur Moodle. Donc pour tout réel alpha et bêta,
pour tout vecteur U et V de F, alpha U plus bêta V doit être dans F. Donc j'ai juste à vérifier ça. D'accord ? Si je vérifie ça, ben, ça prouve que F est un sous-espace vectoriel de E. Alors c'est assez simple de voir que c'est équivalent évidemment à ça, puisque si j'ai cette propriété, bien, en particulier en prenant alpha égale 0, bêta égale 0, ça me donne le vecteur nul, donc le vecteur nul nécessairement dans F. Si je prends alpha égale 1, bêta égale 1, ça me donne la deuxième ici, propriété à vérifier, la stabilité par addition. Et si je prends bêta égale 0 et V quelconque, ça me donne évidemment la troisième propriété. On va traiter quelques exemples. On va commencer par des sous-espaces vectoriels de R3. Donc je prends des sous-ensembles de R3 et je vais me poser la question, est-ce que ce sont des sous-espaces vectoriels ? Alors, je vois qu'il y a une question. Alors, levez la main, s'il vous plaît, quand vous avez une question, parce que sinon, je ne peux pas voir. Alors, je vais revenir sur la question. Donc, comment on calcule A fois F ou alpha fois F en X et F plus G en X? Eh bien, tout simplement, par les définitions que j'ai données avant. Hein. D'accord? Alpha fois F en X, c'est alpha fois F de X. D'accord? Donc, vous prenez le nombre F de X et vous le multipliez par alpha. De la même manière, F plus G en X, prenez F de X, prenez G de X, c'est deux réels et vous les additionnez. Alors, je continue. Donc, on va prendre des exemples dans R3. Donc, voilà un sous-ensemble de R3. Je prends tous les triplés de la forme X, Y, 0, avec X et Y, deux réels quelconques. Montrons que c'est un sous-espace vectoriel de R3. Alors, je vais prendre la première propriété. Donc, j'avais 3 points à vérifier, parce qu'elle est plus facile à comprendre. Le vecteur nul est bien dans F, puisque je l'obtiens en prenant X égale 0, Y égale 0. Si je prends deux éléments, X, Y0, X', Y'0 dans F, et que je les ajoute, évidemment pour l'addition définie dans R3, c'est-à-dire terme à terme, j'obtiens X plus X', Y plus Y', 0 plus 0, c'est-à-dire X plus X', Y plus Y', 0, qui est bien un élément de F. De la même manière, si je fais alpha un réel quelconque fois un vecteur quelconque de F, c'est-à-dire de la forme X, Y'0, je vais obtenir alpha X, alpha Y'0, qui est bien un élément de F. Un exemple peut-être un peu plus compliqué. Soit j'ai le sous-ensemble de R3 formé donc des triplés X, Y, Z qui vérifient l'équation X plus 2Y moins Z égale 0. Montrons que G est un sous-espace vectoriel de R3. De la même manière, je vais vérifier les 3 propriétés. Est-ce que le vecteur nul est dans G? Ben oui, parce que si je prends X égale 0, Y égale 0, Z égale 0, qui est la seule manière évidemment d'obtenir le vecteur nul, ce triplé X, Y, Z vérifie bien l'équation. Si je prends deux éléments, X, Y, Z, X', Y', Z' qui sont dans G, il faut que je vérifie que la somme est bien dans G. Autrement dit, il faut que je vérifie que si X, Y, Z vérifie l'équation, X', Y', Z' vérifie aussi l'équation, alors X plus X', Y plus Y', Z plus Z' vérifie aussi cette équation. Ben ça, c'est pas très compliqué. X plus X' plus 2 fois Y plus Y' moins Z plus Z', c'est-à-dire cette équation-là, mais appliquée évidemment aux composantes de U plus V, et bien évidemment, je peux le séparer en X plus 2Y moins Z, qui est nul, puisque X, Y, Z est dans G, plus X' plus 2Y' moins Z', qui est aussi nul, puisque le triplé X', Y', Z' est dans G, et donc 0 plus 0, ça fait bien 0. Donc, la somme est bien dans G, autrement dit, G est bien stable par addition. De la même manière, G va être stable par multiplication externe. Je prends un élément X, Y, Z dans G, donc qui vérifie, un triplé qui vérifie cette équation. Je le multiplie par un réel alpha quelconque.
Donc, j'obtiens le triplet alpha x, alpha y, alpha z. Est-ce que ce triplet vérifie cette équation? Eh bien, je calcule alpha x plus 2 alpha y moins alpha z. Et évidemment, je peux mettre alpha en facteur et je retrouve x plus 2y moins z qui est nul puisque le triplet x, y, z est dans G. Donc, ça fait bien 0. Conclusion, G est aussi stable par multiplication externe. Donc, j'ai bien vérifié les trois propriétés et G est un sous-espace vectoriel de R3. Alors, maintenant, on va faire un petit quiz. Voilà 4 sous-ensembles de R2. Et on va se poser la question, est-ce que ces 4 sous-ensembles sont des sous-espaces vectoriels de R2 ou pas? Premier exemple, l'ensemble des couples de R2, XY, tels que X égale Y. Est-ce que le fait d'avoir 2 coordonnées égales, c'est stable par addition? Et est-ce que c'est stable par multiplication externe? Et est-ce que le vecteur nul vérifie la propriété? On réfléchit 2 secondes. Le vecteur nul, évidemment, vérifie la propriété. 0 égale 0. Si je prends 2 éléments xy, x', y' et que je fais la somme, si j'ai x égale y, x' égale y', en particulier, j'ai x plus x' égale y plus y'. Donc la somme de 2 vecteurs de f appartient à f. Et pareil, si j'ai x égale y, eh bien à ce moment-là, j'ai aussi alpha x égale alpha y. Autrement dit, le vecteur alpha fois xy est bien encore dans f. Donc, j'ai bien un espace vectoriel. Deuxième exemple, les couples de R2, xy, tels que x plus y égale 1. Non. Oui, pourquoi c'est pas un espace vectoriel? Parce que ça vérifie pas le vecteur nul. Voilà, le vecteur nul n'est pas dans G. D'accord? Si je fais x égale 0, y égale 0, l'équation n'est pas vérifiée, donc ça, ce n'est pas un espace vectoriel. On s'arrête là. Troisième exemple, les couples de R2 tels que 2x moins 5y égale 0. Oui. Oui, ça va être exactement la même preuve qu'ici, donc je vais aller très vite pour le vérifier. C'est ce qu'on a vu d'ailleurs dans R3 juste avant. Aucune difficulté. Pourquoi c'est vrai? Alors, évidemment, à chaque fois, on va faire les calculs ici pour le démontrer, mais il faut arriver à développer une petite intuition ici. Pourquoi c'est vrai? Eh bien, tout simplement parce que vous voyez que essentiellement, vous avez quelque chose qui mêle x et y, d'accord, d'une manière assez simple, c'est-à-dire que vous avez simplement en fait des coefficients fixes multipliés par x ou par y, et ensuite vous faites la somme et l'équation elle se termine par égale 0. Pourquoi ça ne marchait pas ici? Parce que j'avais bien quelque chose de la bonne forme ici, un certain coefficient fois x plus un certain coefficient fois y, les coefficients étaient 1 et 1, mais ici, comme je n'ai pas 0, évidemment, le vecteur nul n'est pas dedans. Dernier exemple, l'ensemble des couples de R2 tels que x2 moins y égale 0. Alors là, c'est un petit peu plus subtil, parce que le vecteur nul est bien dedans, d'accord, mais je vais pouvoir assez facilement construire un contre-exemple à cause du carré qu'il y a ici. D'accord? Je prends par exemple le vecteur 1, 1. X égale 1, y égale 1. Donc, 1, 1, vérifie bien l'équation. 1 au carré moins 1, ça fait bien 0. Si je multiplie ce vecteur par 2, j'obtiens le vecteur 2, 2. Le problème, c'est que comme j'ai un carré ici, x carré va être multiplié par 4, alors que y va être multiplié que par 2. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, en général, si x, y vérifie cette équation, en général, 2x et 2y ne la vérifient pas, sauf cas très particulier. Donc, en particulier pour 1, 1 ici, eh bien 2 fois 1, 1, donc ça fait le vecteur 2, 2. Quand je remplace, ça fait 2 au carré moins 2, 4 moins 2, ça fait 2, ça ne fait pas 0. Donc, j'ai trouvé ici un vecteur, 1, 1, qui est dans I, mais tel que 2 fois ce vecteur n'est pas dans I. Autrement dit, la multiplication externe n'est pas stable, I n'est pas stable par multiplication externe. Multiplication externe par 2 me permet de sortir de I. Donc, j'ai un espace vectoriel. Oui. Pourquoi quand vous faites alpha fois 2x moins 5y, après vous pouvez dire ça fait alpha fois 0. Vous avez dit que y et x c'est 0, c'est ça? Non.
J'ai 2x moins 5y égale 0. C'est écrit là, c'est la définition Ok. des éléments de H. D'accord? Oui, merci. Ok. Alors, là, on continue. Même question. Cette fois-ci, je ne vais pas faire l'épreuve. On va juste réfléchir ensemble. Est-ce que F est un sous-espace vectoriel de, alors Rn en général, hein, puisqu'on a R2, R3, R4. Donc, est-ce que F est un sous-espace vectoriel de R2? Oui. Oui, bonne réponse. Hein. C'est facile à vérifier. 2x moins 3y égale 0. Vous voyez, c'est très proche, évidemment, de ce type d'équation-là. On donnera un nom, hein, évidemment, plus tard à ce type d'équation qu'on appellera combinaison linéaire de x et de y. Est-ce que G va être un espace vectoriel? Non. Non, pourquoi? Parce que les puissances vont différer, donc ça va faire des problèmes par rapport au... Voilà, alors c'est pas tant le fait que les puissances diffèrent, c'est le fait qu'il y a des puissances tout court. Oui, d'accord. D'accord? C'est-à-dire que si j'avais x2 moins 2y2 plus z2 égale 0, ça ne serait pas non plus un espace vectoriel. À partir du moment où j'ai des puissances, de toute façon, c'est perdu. Est-ce que H va être un espace vectoriel? Oui. Oui, hein, on a une structure qui est similaire à celle-là, sauf qu'on a une variable de plus, c'est tout. Est-ce que K va être un espace vectoriel? Non. Non. Non, c'est facile à voir, hein, tout simplement, le vecteur nul n'est pas dans K. Bon, pour G, je n'ai pas donné de contre-exemple, mais c'est assez facile, hein, on prend un vecteur simple, par exemple 1, 1, 0, et puis on le multiplie par 2 et on voit que ça ne marche pas. Alors, on continue avec d'autres exemples de sous-espaces vectoriels. On a vu que les fonctions d'un ensemble A dans R étaient un espace vectoriel, mais on peut rajouter des caractéristiques à ces fonctions. Alors, par exemple, les fonctions continues de l'intervalle 0,1 ouvert dans R. Pourquoi c'est un espace vectoriel? Tout simplement parce que la fonction nulle est continue. Si je prends deux fonctions continues, leur somme est continue. D'accord? Donc, l'ensemble des fonctions continues est stable par addition. Si je prends une fonction continue et que je la multiplie par un réel alpha, d'accord, alpha f est encore une fonction continue. Donc, j'ai bien les trois propriétés de stabilité qui m'assurent que j'ai un sous-espace vectoriel. Alors, je vois que j'ai une question. On regarde toujours par rapport au vecteur nul. Non, on regarde les trois propriétés que j'ai énoncées avant. Hein, donc, les trois propriétés qui caractérisent un sous-espace vectoriel, c'est ces trois propriétés-là. Hein, donc, ce qu'on regarde, on commence par regarder que le vecteur nul est dans l'ensemble. S'il n'est pas dans l'ensemble, on s'arrête tout de suite. Hein. En général, ça, c'est très, très facile à vérifier. Et puis ensuite, on regarde la stabilité par addition, la stabilité par multiplication. Ça, c'est ce qu'on fait, en fait, intuitivement, quand on réfléchit, quand on se pose la question de répondre rapidement, est-ce que c'est un sous-espace vectoriel? Quand on écrit la démonstration, souvent, on le fait plutôt comme ça, parce que c'est plus simple à écrire, c'est plus rapide. Mais voilà, c'est plus simple de réfléchir avec ça, c'est plus simple de le rédiger avec la deuxième. Alors, je reviens aux fonctions. Donc, les fonctions continues forment un espace vectoriel. Donc, je continue sur 0,1. Les fonctions dérivables de R plus dans R, j'aurais pu mettre n'importe quoi, hein, intervalle quelconque dans R, forment aussi un espace vectoriel. Pourquoi? La fonction nulle est dérivable, la somme de deux fonctions dérivables est dérivable. Et quand je multiplie une fonction dérivable par un réel, c'est encore une fonction dérivable. Les fonctions de R qui s'annulent en x égale pi. Eh bien, ça, c'est encore un espace vectoriel. Pourquoi? Bien, la fonction nulle s'annule en particulier en x égale pi. La somme de deux fonctions qui s'annulent en x égale pi s'annule en x égale pi. Et une fonction qui s'annule en x égale pi, si je la multiplie par un réel alpha, elle s'annule toujours en x égale pi. Bon, voilà, donc on peut voir plein d'exemples. Alors, je vais pas tous les détailler. Hein. Fonction de pi périodique. En lien avec le dernier chapitre, les fonctions de -1 dans R telles que en 0, f de x est un petit taux de x3.
D'accord? Pourquoi? Bien, 0 est un petit taux de x3. Si j'ai deux fonctions f et g qui sont des petits taux de x3, la somme est aussi un petit taux de x3. Et si j'ai une fonction f qui est un petit taux de x3, alpha f est aussi un petit taux de x3. Les suites de limites nulles. La somme de deux suites de limites nulles est une suite de limites nulles. Si je multiplie une suite de limites nulles par alpha, c'est toujours une suite de limites nulles. Et 0, évidemment, est une suite de limites nulles. Les suites nulles à partir d'un certain rang. Alors ça, c'est un petit peu plus compliqué à montrer. Si je fais la somme de deux suites nulles à partir d'un certain rang, elles ne sont pas forcément nulles à partir du même rang, mais si je prends le rang, le plus grand des deux rangs à partir desquels elles sont nulles respectivement, évidemment, elles sont toutes les deux nulles à partir de ce rang-là. Donc leur somme est aussi nulle à partir de ce rang-là. Polynôme de degré O plus n. Ça, c'est stable par addition et c'est stable par multiplication par un réel. Attention, les polynômes de degré exactement n ne forment pas un espace vectoriel. Pourquoi? Bien parce que si je prends les polynômes de degré 1, par exemple, eh bien 0, le polynôme nul, n'est pas un polynôme de degré 1. D'accord? C'est même pas stable par addition, parce que si je prends le polynôme x qui est de degré 1 et le polynôme moins x qui est de degré 1, la somme des deux, x moins x, ça me donne le polynôme 0, et pas un polynôme de degré 1. Par contre, les polynômes de degré O plus n forment bien un espace vectoriel, puisque quand j'ajoute deux polynômes de degré O plus n, eh bien, je ne peux pas obtenir un polynôme de degré strictement supérieur à n, donc je reste dans l'espace des polynômes de degré O plus n. Les polynômes pairs. D'accord? Si j'ai P de moins x égale moins P de x, et Q de moins x égale moins Q de x, eh bien, P plus Q en moins x, ça va faire P de moins x plus Q de moins x, c'est-à-dire moins P de x moins Q de x, c'est-à-dire moins P plus Q de x. Et de la même manière, alpha P de moins x va être moins alpha P de x. Évidemment, le 0 est un polynôme pair. Polynôme impair, d'ailleurs ici j'ai écrit pair, mais j'ai donné la définition de impair. Je corrigerai aussi. Les polynômes impairs forment tout autant un sous-espace vectoriel des polynômes à coefficient réel. Alors, voilà un exemple de preuve. J'ai dit que les suites de limites nulles étaient un espace vectoriel. Donc, plutôt que de montrer que c'est un espace vectoriel, je vais montrer que c'est un sous-espace vectoriel de l'ensemble des suites réelles. C'est-à-dire de R puissance grand N. Je vérifie les trois propriétés. Donc, cet espace vectoriel des suites de limites nulles, on le note souvent C0. Le 0 fait référence à la limite. La suite nulle est bien dans C0, évidemment. Si deux suites UN et VN sont de limites nulles, leur somme aussi. Si UN est une suite de limites nulles et alpha un réel, alpha UN est bien une suite de limites nulles. Attention, les suites de limite 1, ou de limite n'importe quoi d'ailleurs, mais différentes zéros, ne forment pas un espace vectoriel. C'est évident à voir puisque la suite nulle n'est pas une suite de limite 1. D'accord ? Donc, il n'y a que la limite 0 qui permet, comme condition, d'obtenir un espace vectoriel. Toute autre limite non nulle ne fonctionne pas. Monsieur, Oui, quand vous dites limite 0, c'est-à-dire que en fait, quand limite de n qui tend vers quelque chose tend égale à 0. Vous voulez dire quand limite de n qui tend vers 0 égale à 0. alors, dans votre phrase, il y a des choses qui ne vont pas là. Quand limite de n qui tend vers 0, Non, non. Non, enfin, je veux dire, par exemple, là, pour ces 0, c'est égal à limite de n qui tend vers plus l'infini de un égale à 0. non, ce n'est pas limite de n qui tend vers plus l'infini, il y a un problème de lecture. Hein. C'est limite de un quand n tend vers l'infini. Ah oui, oui. D'accord ? Donc la limite de un quand n tend vers l'infini est nulle. Donc ça, c'est la condition qu'on demande aux éléments de C0. Okay. Donc les suites de limite 1, ça serait C1, qui serait l'ensemble des suites UN, telles que la limite de UN quand n tend vers l'infini est égale à 1. Si je mets un 1 ici à la place du 0, d'accord, eh bien l'ensemble que j'obtiens ne forme pas un espace vectoriel. Tout simplement parce que la suite nulle, c'est-à-dire l'élément, le vecteur nul de l'espace des suites, eh bien, n'est tout simplement pas dedans. D'accord ? Oui, merci. Monsieur,
Oui, Vous allez expliquer pourquoi on rapporte tout à 0 ou pas? Que la suite, qu'il faut qu'il y ait une suite nulle ou un vecteur nul qui soit compris dans pour que ce soit en sous-espace. ah ben ça, c'est dans les propriétés de départ. Oui, mais D'accord? Si vous oui, regardez, tout est je compris nul. que c'est une propriété, mais comment dire que Voilà, pourquoi c'est une propriété? pourquoi on demande qu'il y ait un élément neutre ici? Ouais. Bah, ça, c'est euh, parce qu'on ne sait pas faire sans. C'est-à-dire que si vous enlevez cette propriété, déjà, si vous enlevez cette propriété, ça veut dire que vous ne pouvez pas définir la soustraction en quelque sorte. D'accord? Puisque le moins U ici, il est défini par rapport au vecteur nul. Donc, si le vecteur nul Ah, ok. n'existe pas, il y a Ah oui, d'accord, ok. quelque chose que vous n'allez pas pouvoir faire. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'on a besoin du vecteur nul. Ok. D'accord. OK, alors on continue. Voilà. Alors, voilà un petit exercice. Donc, vous pouvez répondre librement, hein, n'hésitez pas à prendre la parole. Donc, je vous donne des ensembles et vous devez déterminer si ce sont des espaces vectoriels ou pas. Les fonctions définies sur R est nulle sur Q, hein, c'est-à-dire f tel que pour tout rationnel x, f de x égale 0. Est-ce que ça, c'est un espace vectoriel? Je vois que ça vous laisse perplexe. Alors, comment on fait? Bien, on se pose toujours les mêmes trois questions. Est-ce que 0, la fonction nulle, est une fonction, donc 0 en tant que fonction définie sur R, hein, évidemment, je vais considérer par rapport à cet espace vectoriel-là, hein, les fonctions définies sur R, je sais que c'est un espace vectoriel. Donc, est-ce que la condition d'être nul sur Q me définit un sous-espace vectoriel? Donc, je me pose trois questions. Est-ce que la fonction nulle vérifie la condition? Bah oui. Si elle est nulle sur R, elle est nulle sur Q en particulier. Est-ce que la somme de deux fonctions nulles sur Q est nulle sur Q? Bah oui. Alors Q c'est l'ensemble des rationnels. Hein. C'est l'ensemble des nombres qui s'écrivent sous la forme P sur Q, avec P sur Q, avec P et Q entiers. Est-ce que donc le fait d'être nul sur Q pour F et pour G, ça implique que la somme est nulle sur Q? Bah oui, puisque 0 plus 0, ça va faire 0. Et de la même manière, une fonction qui est nulle sur Q, quand je la multiplie par alpha, elle est toujours nulle sur Q. Parce que alpha fois 0 égale 0. Donc en fait, ici, je peux remplacer Q par n'importe quel sous-ensemble de R. Évidemment, j'obtiens un sous-espace vectoriel. Continue. Ensemble des fonctions positives sur R. Positive, hein, je vous rappelle, ça veut dire positive ou nulle. Est-ce que ça, c'est un espace vectoriel? Oui. Alors, ça vérifie bien la première propriété. Le vecteur nul est dedans, la fonction nulle est positive ou nulle. La somme de deux fonctions positive ou nulle est positive ou nulle. Quand je multiplie une fonction positive par alpha, est-ce que c'est encore une fonction positive? Oui. Ben non. Si alpha égale moins 1, ça devient une fonction négative ou nulle. Donc si la fonction de départ n'est pas nulle, elle ne reste pas positive. Donc non. De manière générale, le fait d'être positif, ce n'est pas une condition qui va permettre de définir des espaces vectoriels. Les fonctions qui admettent un développement limité d'ordre 5 en 0. Personne? Alors, je vois qu'il y a un oui. Effectivement, la réponse est oui, tout simplement parce que c'est une propriété. 0 vérifie bien cette propriété et la propriété est stable par addition et par multiplication par un réel. Les suites croissantes. Est-ce que le fait d'être croissant, c'est vérifié par la suite nulle? Oui, puisque c'est croissant au sens large, puisque ce n'est pas précisé. Est-ce que c'est stable par addition? Oui. Est-ce que c'est stable par multiplication par un réel? Non. Si je multiplie une suite croissante par moins 1, ça devient une suite décroissante. Donc, si je prends la suite un égale n, par exemple, qui est bien croissante, je multiplie par moins 1, ça fait un égale moins n, qui n'est pas une suite croissante. Donc, non. Les suites arithmétiques.
Est-ce que si je fais la somme de deux suites, alors d'abord 0 est bien une suite arithmétique, hein. Est-ce que si je fais la somme de deux suites arithmétiques, c'est une suite arithmétique? Bah oui, et la raison, c'est la somme des raisons. Est-ce que si je multiplie une suite arithmétique par alpha, c'est encore une suite arithmétique? Bah oui, et la raison est multipliée par alpha aussi. Les suites géométriques. Alors là, c'est un peu plus subtil. Si je fais, alors 0 d'abord est bien une suite géométrique. Si je fais la somme de deux suites géométriques, est-ce que c'est une suite géométrique? Alors, oui et non. Non dans le cas général, oui dans certains cas. Quand est-ce que la somme va être une suite géométrique? Eh bien, tout simplement, si la raison est la même. D'accord? Donc ça s'écrit assez simplement. Je vais l'écrire avec vous. Voilà, donc je prends une suite géométrique, donc qui est définie par un plus 1 égale a un. Une autre suite géométrique, un plus 1 égale b et n, et je fais la somme. Un plus 1 plus vn plus 1, ça fait AUN plus BVN. D'accord? Alors ça, en général, je ne vais pas pouvoir l'écrire sous la forme quelque chose fois UN plus VN. C'est assez facile de construire des contre-exemples. Sauf si, donc la réponse est non, sauf si A égale B. Parce que si A égale B, à ce moment-là, je peux mettre A en facteur, et c'est A facteur de UN plus VN. Ça, c'est si A égale B. D'accord? Donc, la réponse ici est non pour l'ensemble des suites géométriques. D'accord? Mais par contre, si je prends les suites géométriques de raison 3, la réponse est oui. Sur les suites arithmétiques, on n'avait pas cette condition, hein, parce que tout simplement, UN plus 1 égale UN plus A, et VN plus 1 égale VN plus B, ça fait UN plus VN plus 1 égale UN plus VN plus A plus B. Donc, je n'ai pas besoin d'avoir A égale B pour que la différence entre deux termes consécutifs soit constante. Alors, un peu plus général que ça, les suites qui vérifient UN plus 2 égale 2 UN plus 1 moins 3 UN. Est-ce que ça forme un sous-espace vectoriel de l'ensemble des suites réelles? La suite nulle vérifie bien cette relation. Si j'ai deux suites qui vérifient cette relation, UN et VN, je vais pouvoir écrire cette équation pour UN, cette équation pour VN. Quand je vais faire la somme des deux, j'obtiendrai que la somme des deux en n plus 2 est égale à 2 fois la somme des deux en n plus 1, moins 3 fois la somme des deux en n. En fait, ça, c'est une équation qui est un peu du même type que ce qu'on a vu tout à l'heure dans R3. Par exemple, x égale 2y moins z. Ça, on sait que ce genre d'équation linéaire, en fait, définit bien un espace vectoriel. Voilà, j'ai vérifié pour la somme, hein, mais évidemment, la suite nulle vérifie bien la propriété, et si je multiplie une suite par alpha, elle vérifie toujours cette propriété. Les suites négligeables devant log de n, là encore, c'est assez facile, c'est les propriétés des petits taux. Les petits taux sont stables par addition, par multiplication, par un réel, et évidemment, 0 est un petit taux de log de n, un petit taux de n'importe quoi. Polynôme de degré 3, non, on l'a vu tout à l'heure. Ce qui est un espace vectoriel, ce sont les polynômes de degré au plus égal à 3. Les polynômes divisibles par x moins 1. Alors, divisibles par x moins 1, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils se factorisent par x moins 1. Donc, les polynômes qui s'écrivent sous la forme x moins 1 fois q. Alors, est-ce que c'est un espace vectoriel? Ou est-ce que c'est plus précisément un sous-espace vectoriel de l'ensemble des polynômes, puisque c'est plus simple de vérifier ça? Il faut se poser les trois questions. Est-ce que le polynôme nul se factorise par x moins 1? Oui. 0, c'est x moins 1 fois 0. Est-ce que si j'ai deux polynômes qui s'écrivent x moins 1 fois un autre polynôme, la somme de ces deux polynômes s'écrit aussi sous cette forme-là? Oui. Je mets x moins 1 en facteur dans la somme. Donc, si j'ai P1 égale x moins 1 Q1, P2 égale x moins 1 Q2, P1 plus P2, ça va être x moins 1 fois Q1 plus Q2. Si j'ai P égale x moins 1Q, est-ce que alpha P s'écrit aussi sous cette forme? Oui, alpha P
c'est x moins 1 fois alpha u. Donc, les polynômes qui sont divisibles par x moins 1 ou qui se factorisent par x moins 1 forment bien un espace vectoriel. Les polynômes qui ne sont pas divisibles par x moins 1, bah, de manière évidente, non, hein, tout simplement parce que, bah, on a vu, le polynôme nul est divisible par x moins 1. Donc, si je prends les polynômes qui ne sont pas divisibles par x moins 1, bah, il n'y a déjà pas le polynôme nul, donc ça ne peut pas être un espace vectoriel. Alors, un peu plus bizarre peut-être, les polynômes qui n'ont pas de terme en x puissance 7. Est-ce que le fait de ne pas avoir de terme en x puissance 7, c'est stable par addition, par multiplication externe, et c'est vérifié par le polynôme nul? Ah oui, le polynôme nul n'a pas de terme en x puissance 7. Si j'ai deux polynômes qui n'ont pas de terme en x puissance 7, en les additionnant, je ne vais pas en créer. Et de même, si j'ai un polynôme qui n'a pas de terme en x puissance 7, ce n'est pas parce que je multiplie par alpha que je vais en créer un. Donc, c'est bien stable, et donc j'ai bien un espace vectoriel. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions sur tous ces exemples? Contre-exemple, d'ailleurs. Oui, j'ai une question. Allez-y. Pourquoi vous avez dit que les polynômes divisibles par x moins 1, c'était bon? J'ai fait la preuve par oral. J'ai vérifié les 3 propriétés par oral. Quelle propriété vous pose problème? Le polynôme nul, je pense. Enfin, l'existence. Le polynôme nul, je peux bien écrire que 0, le polynôme nul est égal à x moins 1 fois 0. C'est juste ça qu'il faut dire? Bah oui. Ok. Voilà, et la stabilité par somme et par multiplication externe, elle s'obtient directement. Et en fait, il n'y a qu'à l'écrire. Oui, je vois qu'il y a une question. Excusez-moi, j'ai pas saisi la nuance quand vous dites que ça marche pour les polynômes de degré O plus n, mais pas degré égal à n. Alors, les polynômes de degré 3 ne forment pas un espace vectoriel, tout simplement parce que le polynôme nul n'est pas dedans. Ok, merci. Voilà. Le polynôme nul, c'est-à-dire... Alors, le polynôme nul, c'est le polynôme 0. Enfin, je ne sais pas comment l'appeler autrement. Non, c'est bon, ok. Voilà, c'est le polynôme qui a, si vous voulez, un seul coefficient qui est le coefficient A0, et le A0 est nul. Donc, en quelque sorte, tous ces coefficients sont nuls, si vous voulez. Voilà. Ce polynôme, il n'est pas de degré 3. Hein. Souvent, d'ailleurs, on dit qu'il est de degré moins l'infini. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Voilà, alors c'est important de bien comprendre tous ces exemples, hein, puisque ça vous donne un petit peu la portée de ce qu'on va pouvoir faire ou ne pas faire, hein, puisque évidemment, il y a des cas qui ne vont pas définir des espaces vectoriels. Tout ce qui est positivité, par exemple, ça ne va pas être un truc très, très compatible avec, de manière générale, l'algèbre linéaire. D'accord? Donc, en revanche, vous voyez que dès que vous avez des équations de cette forme-là, donc des équations linéaires, hein, donc vous faites des combinaisons linéaires d'éléments d'une suite, ou quand vous demandez des propriétés, par exemple, de comportement, soit donc ici, c'était le slide d'avant, d'être un petit taux de log de n, ou d'admettre un développement limité d'ordre 5, ou d'être nul en un certain nombre de points. Ça, ce sont des propriétés qui sont bien compatibles avec la notion d'espace vectoriel, donc qui vont pouvoir être bien étudiées dans le cadre de l'algèbre linéaire. Alors, on continue. On va manipuler des familles d'éléments, et donc j'en profite pour bien faire le point entre 3 notions mathématiques qui sont assez proches, mais néanmoins différentes. La notion d'ensemble, la notion de famille et la notion de suite. Alors, je vais me donner 2 ensembles. Un ensemble A, donc A, ça sera les objets que je manipule. D'accord? Donc, ça peut être ce qu'on veut, ça peut être des nombres, des vecteurs, des fonctions, des polynômes, voilà. Des espaces vectoriels, peu importe. I, ça va être un ensemble. En général, ça sera des nombres, mais pas forcément.
qui va me permettre de ce qu'on appelle indexer des éléments de A. Donc, indexer, c'est le terme, la généralisation de numéroter. D'accord ? Ça me permet de repérer des éléments de A. Par exemple, vous, en tant qu'étudiant de première année, vous êtes un ensemble d'étudiants, d'accord ? Donc, vous êtes un sous-ensemble de A, en quelque sorte, que je peux indexer par votre numéro d'étudiant. Donc, ce qu'on va appeler famille d'éléments de A, indexé par I, c'est en fait une fonction. Alors ça, c'est la définition formelle. En pratique, on ne va pas réellement la manipuler comme une fonction, mais c'est vraiment ce que ça veut dire. C'est une fonction de I dans A, c'est-à-dire, c'est une fonction donc, qui a une valeur de l'index, d'accord ? Donc, pour l'exemple que je donnais, numéro d'étudiant, associe un élément de A, l'étudiant qui lui correspond. Cette fonction de I dans A, au lieu de la noter sous la forme fonctionnelle, on choisit de la noter sous la forme de famille, c'est-à-dire on note entre parenthèses xi pour I appartenant à grand I. Ce n'est pas quelque chose de complètement inconnu. Hein. Si par exemple, grand I, ce sont les entiers de 1 à 5, vous avez déjà écrit xi, entre parenthèses, et en indice de la parenthèse, i compris entre 1 et 5, ou i égale 1, 2, 3, 4, 5. Ça, c'est tout simplement un cinquuplé de réel, par exemple. Un cinquuplé d'objets quelconques. Voilà. Ce qu'on fait, ce que vous avez pris l'habitude de faire déjà pour certains des cas où i est un ensemble de nombres, en fait, on peut le faire pour un ensemble i quelconque. Alors, les cas particuliers, donc, c'est celui-là. Xi, pour i compris entre 1 et n, ça désigne en fait, d'une manière un peu plus compacte, le n-uplet, c'est-à-dire l'élément de Rn, que je pourrais noter en extension entre parenthèses x1, x2, x3, 3 petits points, xn. D'accord ? Donc ça correspond à i, l'ensemble d'indices qui est constitué d'entiers consécutifs, donc ça sera 90% des familles qu'on va considérer. Et A, ici, c'est un ensemble de réels, ça pourrait être autre chose. Un autre exemple que vous connaissez bien, c'est l'ensemble des suites à valeur réelle. Hein, xi pour i appartenant à n, alors on le note plutôt xn en général pour n appartenant à n, mais c'est évidemment le choix de la lettre qui code l'indice est complètement transparent. Je peux l'appeler k, je peux l'appeler ce que je veux. Donc ça, vous reconnaissez bien ici une suite à valeur réelle. Donc autrement dit, une famille de réels indexés par grand N, l'ensemble des entiers naturels, ce n'est pas autre chose qu'une suite à valeur réelle. Il y a une petite remarque, c'est que si je prends un ensemble quelconque, je peux toujours le décrire comme une famille, d'accord, en l'indexant par lui-même. Donc ça, c'est un truc un peu bizarre, mais il y a certains cas où ça peut servir. Voilà, par exemple, l'ensemble des nombres premiers, je peux l'écrire sous la forme P indice K pour K appartenant à l'ensemble des nombres premiers. À ce moment-là, P indice K, c'est tout simplement égal à K. Voilà. C'est quelque chose qu'on va faire assez rarement, mais c'est important de bien voir la distinction entre cette famille ici et l'ensemble A. D'accord ? La distinction, c'est que dans l'ensemble A, je n'ai pas possibilité notamment de faire des répétitions. Alors que dans une famille, on peut avoir des répétitions. Hein, par exemple, eh bien, je peux avoir un couple de réels 1,1. Le couple 1,1, évidemment, je ne peux pas le décrire avec un ensemble, parce que si je mettais ça, je considérais l'ensemble des deux réels 1 et 1, ça c'est l'ensemble réduit au seul élément 1. Donc je ne vois pas que j'ai ici un ensemble, enfin, une famille constituée de deux objets. Alors, on va donc toujours dans l'idée de pouvoir vérifier plus rapidement et plus facilement le fait qu'un ensemble forme un espace vectoriel, ou plutôt un sous-espace vectoriel d'un espace vectoriel connu, eh bien, on a un théorème très général qui nous dit que si je forme l'intersection de sous-espaces vectoriels
d'un espace vectoriel E, et l'intersection ici est quelconque. D'accord? Donc, je peux en avoir un nombre fini ou un nombre infini. Alors, la plupart des cas, on en aura 2, mais ça pourrait être 3, 4, et même un nombre infini. On verra un exemple. Eh bien, l'intersection forme toujours un sous-espace vectoriel. Alors ça se démontre très facilement. Je considère l'intersection de tous les EI. Donc, c'est quoi l'intersection de tous les EI? Ben, c'est l'ensemble des vecteurs qui sont dans tous ces espaces vectoriels à la fois. Hein, être dans l'intersection, c'est être dans chacun. Et je vais montrer tout simplement que grand F forme un sous-espace vectoriel de E. Alors, je vois qu'il y a des commentaires sur le chat. Si vous voulez poser une question, je vais vous demander de lever la main et de la poser par oral, parce que je ne peux pas regarder mes diapos et lire. Voilà, si ce n'est pas une question, ce n'est pas grave, pas de souci. Oui, allez-y. Mais donc les familles, ça s'apparente un peu aux listes dans Python. Oui, on pourrait voir ça comme ça. La différence, c'est que quand vous avez une liste dans Python, la liste, elle est forcément indexée par un ensemble de nombres entiers consécutifs qui démarrent en Python à 0. Oui, ok. D'accord? Donc, la différence, c'est qu'une famille, on peut l'indexer par d'autres choses. D'accord? Et puis en Python, évidemment, les familles, elles sont forcément finies. On ne peut pas avoir une famille infinie. Okay. Bon, pour l'instant, vous pouvez, si ça vous paraît un peu abstrait, vous pouvez vous limiter au cas où grand I, c'est des entiers consécutifs, 1, 2, 3 jusqu'à n, et on verra quelques rares exemples où on sortira de ce cadre et vous comprendrez que ce n'est pas plus compliqué. Donc là, si ça vous gêne de voir ça, vous pouvez écrire intersection pour I égale 1 à n dEI, et à vrai dire, ça ne change pas grand-chose. Mais l'intérêt ici, hein, c'est que c'est un peu plus général, puisque en particulier ici, I pourrait être par exemple tous les entiers naturels. Voilà, donc j'ai simplement à vérifier que les 3 propriétés qu'on a utilisées déjà un certain nombre de fois sont vérifiées pour ce sous-ensemble F de E. Le vecteur nul est donc dans chacun des EI, puisque chaque EI est un sous-espace vectoriel de E, donc il est dans l'intersection. Si U et V sont 2 vecteurs de F, ils sont dans chacun des EI, toujours pour la même raison, hein, F c'est l'intersection des EI. Donc, comme EI est un sous-espace vectoriel de E, la somme est aussi dans EI pour tout I. Donc, U plus V est dans chaque EI, donc en particulier dans l'intersection des EI. De la même manière, si U est dans F et alpha est un réel, alpha U est dans EI. Pourquoi? Parce que U est dans EI et alpha est un réel. Donc, par stabilité, dans EI, alpha U est dans EI. Donc, comme il est dans EI pour tout I, il est dans l'intersection des EI. Donc, vous voyez, c'est presque trivial à écrire. Hein. Le fait d'être dans tous les EI, c'est évidemment quelque chose qui est stable, qui donne la stabilité de l'addition et de la multiplication externe, puisque la stabilité, on l'a déjà dans chaque sous-espace vectoriel EI. Alors, ça sert à quoi d'avoir ce théorème? Ben, ça sert par exemple à montrer que les fonctions qui sont à la fois dérivables sur R et nulles en 0 forment un espace vectoriel. Pourquoi? Ben parce que cet ensemble, c'est l'intersection de l'ensemble des fonctions dérivables et de l'ensemble des fonctions nulles en 0. D'accord? Être à la fois dérivable et nul en 0, ben c'est être dans les 2 sous-ensembles des fonctions définies sur R. Donc j'ai l'intersection de 2 sous-espaces vectoriels des fonctions définies sur R, donc c'est un espace vectoriel. Je vous avais promis un cas où I était infini. Les fonctions de classe C infinie, hein, c'est-à-dire infiniment dérivables sur, ici j'ai pris l'ouvert 0,1, j'aurais pu prendre n'importe quel intervalle, forment un espace vectoriel. Pourquoi? Eh bien parce que c'est l'intersection de tous les espaces CK formant l'ensemble des fonctions K fois dérivables, de dérivée KM continue, mais ici on s'en fiche, et qui forment de manière assez simple à montrer un sous-espace vectoriel des fonctions définies sur 0,1. Donc, en tant qu'intersection infinie de tous ces CK, cet espace C infini forme bien un sous-espace vectoriel des fonctions définies sur R. Est-ce qu'il y a des questions sur cette diapo?
continue. Alors, on va maintenant définir la notion de combinaison linéaire. Donc, c'est ce qu'on a vu apparaître un peu intuitivement avant, hein, qui permettait de définir ou pas des espaces vectoriels. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une combinaison linéaire? Ben, c'est quelque chose d'assez simple. Vous prenez une famille de vecteurs. D'accord? Donc, ici, je la note en extension, hein, U1, U2 jusqu'à UN. Voilà, vous prenez, alors je prends une famille finie, hein, c'est important, pour l'instant, et vous allez définir une combinaison linéaire de ces vecteurs UI, ou combinaison linéaire de la famille F, tout vecteur V qui s'écrit sous la forme un réel fois U1 plus un autre réel fois U2 plus etc. Encore un réel fois UN. D'accord? Donc vous prenez chacun des vecteurs ici de la famille et vous le multipliez chacun par un réel quelconque. Et vous faites la somme de tout ça. Ça, c'est ce qu'on appelle une combinaison linéaire. D'accord? Combinaison, ben, on voit bien qu'on combine effectivement les vecteurs entre eux. Et le fait que ce soit une combinaison linéaire, c'est parce qu'on se restreint aux deux opérations de base d'un espace vectoriel qui sont la multiplication externe. Donc chacun de ces vecteurs, on le multiplie, on lui applique la multiplication externe par un réel qui est quelconque. Et deuxième opération de base, l'addition de vecteurs. Donc une combinaison linéaire, c'est tout simplement un vecteur de la forme somme des alpha i UI, où les alpha i sont des réels, les UI sont des vecteurs. Évidemment, rien ne m'empêche d'avoir des alpha i nuls, même rien ne m'empêche d'avoir tous les alpha i nuls si je le souhaite, rien ne m'empêche d'avoir un seul vecteur, ici, dans la combinaison linéaire. Cette notion de combinaison linéaire, on peut même la définir quand on a une famille infinie. D'accord? Mais quand on a une famille infinie, attention, on ne fait pas une somme infinie de termes, on se limite toujours à une somme d'un nombre fini d'éléments de F. D'accord? On ne rencontrera pas très souvent, mais ça il y aura quelques exemples où on aura considéré des combinaisons linéaires dans des familles de cardinal infini. Un exemple assez simple, hein, c'est si vous prenez l'ensemble des monômes. D'accord, l'ensemble des monômes, c'est-à-dire des polynômes qui s'écrivent sous la forme x puissance n, avec n entier quelconque. Donc chaque polynôme x puissance n, évidemment, est un vecteur dans l'espace des polynômes. Qu'est-ce que c'est qu'une combinaison linéaire de ces monômes? Ben, c'est tout simplement un polynôme. Puisque tout polynôme s'écrit précisément comme somme de coefficients fois des monômes. Et il y a un nombre fini, évidemment, de termes, hein, donc vous avez exactement le cadre d'une combinaison linéaire. Alors, on a donc des familles ici de vecteurs, et on va étudier, on va définir deux types de propriétés pour ces familles. On va étudier la propriété de famille génératrice et on va étudier la propriété, on va définir la propriété de famille libre. Famille génératrice, c'est une famille à partir de laquelle je peux recréer par combinaison linéaire n'importe quel vecteur de l'espace. D'accord? Donc F va être une famille génératrice à partir du moment où l'ensemble de toutes les combinaisons linéaires des vecteurs de F qui forment un sous-espace vectoriel de E, ça c'est très facile à montrer, et que l'on note vect de F, à partir du moment où cet espace vectoriel vect de F vérifie vect de F égale grand F, je vais dire que la famille est génératrice. Exemple. Je prends deux vecteurs, je me place dans R3 et je prends deux vecteurs, U1 égale 1, 0, 0, U2 égale 0, 1, 0.
quel est l'espace vectoriel engendré par cette famille U1, U2? Eh bien, c'est tout simplement, on revient à la définition de combinaison linéaire, c'est tout simplement tous les vecteurs de la forme alpha 1 U1 plus alpha 2 U2. Je m'arrête là puisqu'il n'y en a que 2. Donc j'écris vec de U1, U2, c'est l'ensemble des, alors je vais appeler X et Y les coefficients, mais ce n'est pas grave, hein, je pourrais les appeler alpha 1, alpha 2, ça ne change rien. C'est l'ensemble des vecteurs de la forme XU1 plus YU2 où XY sont des réels quelconques. Alors XU1, ça fait X0, 0. YU2, ça fait Y fois 0, 1, 0, c'est-à-dire 0, Y0. X0, 0 plus 0, Y0, ça fait XY0. Donc, c'est l'ensemble des vecteurs de la forme XY0, où XY sont des réels quelconques. Ça, on a vu tout à l'heure que c'était bien un sous-espace vectoriel de R3. Dans l'espace vectoriel des polynômes, je peux regarder l'espace vectoriel engendré par le polynôme 1, le polynôme x et le polynôme x2. Là encore, ça va être l'ensemble des combinaisons linéaires de 1, x et x2, donc l'ensemble des polynômes qui s'écrivent sous la forme a0 plus a1x plus a2x2. Je prends volontairement des notations pour les coefficients, évidemment, qui me font penser à des polynômes. Je pourrais écrire alpha plus bêta x plus gamma x2, ça serait de toute façon toujours l'ensemble des polynômes, tout simplement, de degré O plus 2, hein, qu'on note R indice 2 de x. R indice n de x, c'est l'espace vectoriel des polynômes de degré O plus n. Autre exemple, si je prends l'espace vectoriel engendré par tous les monômes x puissance k, c'est l'exemple que j'ai traité par oral tout à l'heure, c'est toutes les combinaisons linéaires finies de ces monômes. Et donc, ça, c'est exactement les polynômes à coefficients réels. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, voici quelques exercices. Je pense que j'en ai... Non, on verra après. On va en traiter quelques-uns par oral et puis peut-être un par écrit. On va traiter, par exemple, le numéro 2 par écrit. Donc, on va prendre l'espace vectoriel engendré par 2 0 et 1 1. On peut énoncer, hein, je le reproduis ici. Donc, c'est montrer que l'espace vectoriel engendré par les vecteurs 2 0 et 1 1, c'est R2 tout entier. J'écris l'espace vectoriel engendré par ces deux vecteurs. Par définition, c'est l'ensemble des vecteurs de la forme alpha fois 2, 0 plus bêta fois 1, 1. Où alpha et bêta sont deux réels. Donc, c'est l'ensemble des vecteurs. 2 alpha, je vais assez doucement. 2 alpha 0, hein, je fais la multiplication alpha fois ce couple ici, plus bêta bêta. Même chose ici. Donc, c'est l'ensemble des vecteurs de la forme 2 alpha plus bêta, bêta. Est-ce que ça, c'est égal à R2? Autrement dit, est-ce que tout vecteur de R2, je peux toujours l'écrire comme ça? Eh bien, on va regarder. On prend un vecteur XY de R2. Et j'essaye de trouver alpha et bêta tel que 2 alpha plus bêta bêta est égal à XY, c'est-à-dire 2 alpha plus bêta égale X et bêta égale Y. Donc, j'essaie de trouver alpha et bêta tel que ça fonctionne. Ça, c'est assez simple. Bêta, je l'ai déjà ici. Comme j'ai bêta égale Y, du coup, alpha, je vais prendre tout simplement
x moins y sur 2. Conclusion. Quel que soit xy dans R2, xy appartient, alors cet espace vectoriel, je vais l'appeler E, appartient à E. Puisque il suffit que je prenne alpha égale x moins y sur 2, bêta égale y, d'accord, pour former le vecteur xy comme alpha fois 2, 0 plus bêta fois 1. Donc, ça veut dire que E, ça veut dire que R2 est inclus dans E, hein, évidemment, et comme E est lui-même inclus dans R2, ça veut dire que E égale R2. Voilà, cette inclusion-là, elle est évidente. Hein. Est-ce qu'il y a des questions sur cette démonstration? Alors, on continue. Voilà, bon, alors, le premier exemple est très simple. Hein. Montrer que cette famille ici est génératrice de R3. Ça revient à montrer que tout vecteur x, y, z de R3, je peux le former par combinaison linéaire de U1, U2, U3. Alors, x, y, z, c'est facile, c'est x fois U1 plus y fois U2 plus z sur 3 fois U3. Donc, j'ai bien trouvé, pour tout vecteur x, y, z, 3 coefficients, tels que la combinaison linéaire de U1, U2, U3 avec ces coefficients-là me donne bien le vecteur x, y, z. Est-ce que l'espace vectoriel engendré par ces deux vecteurs est égal à R3? Autrement dit, est-ce que cette famille est génératrice de R3? Qu'est-ce que vous en pensez? Non. Non, pourquoi? Parce que on ne peut pas faire de combinaison linéaire entre deux vecteurs pour un milieu dans R3. Ça ne me paraît pas très clair. Est-ce que vous pouvez me donner tout simplement un vecteur que je ne peux pas former comme combinaison linéaire de U1 et de U2? Ce qui prouvera que ce n'est pas générateur de R3 puisque je ne peux pas former tous les vecteurs de R3 comme ça. On n'a pas de troisième vecteur? Oui, mais pourquoi le fait de ne pas avoir de troisième vecteur fait que je ne peux pas avoir une famille génératrice de R3? On le montrera plus tard, mais pour l'instant, ce n'est pas clair. Mais il y a une raison beaucoup plus simple pour laquelle ce n'est pas générateur de R3. Est-ce que vous voyez un vecteur de R3 que je ne peux pas former par combinaison linéaire de U1 et de U2? Non. Par exemple, le vecteur 0, 0, 1. Ok. Pourquoi je ne peux pas le former? Parce que, quels que soient les coefficients que je vais mettre devant alpha 1, devant U1 et U2, quand je vais faire la somme, je vais tout le temps avoir 0 pour la dernière coordonnée. Quand je fais alpha fois U1, ici, j'aurai toujours un 0. J'aurai alpha, alpha, mais j'aurai 0 là. Quand je fais bêta fois U2, je vais avoir moins bêta, bêta, 0. Comme je somme deux vecteurs qui ont 0 comme troisième composante, la somme aura aussi 0 comme troisième composante. Donc, n'importe quel vecteur de R3 qui n'a pas 0 comme troisième composante, je ne peux pas le former par combinaison linéaire de U1 et U2. D'accord? Donc, ce n'est pas une famille génératrice de R3. Ce qu'on verra plus tard, hein, c'est que, effectivement, pour avoir une famille de génératrices de R3, il faut au moins 3 vecteurs. Ça sera lié à la notion de dimension. OK, autre exemple, l'espace vectoriel engendré par le polynôme x3 plus 1, le polynôme x3 plus x, le polynôme x3 plus x2 et le polynôme x3 est égal à l'espace vectoriel des polynômes de degré au plus 3. Autrement dit, tout polynôme de degré au plus 3, je peux l'écrire un certain coefficient fois ce polynôme, plus un autre fois celui-là, plus un troisième fois celui-là, plus un quatrième fois celui-là. Ce n'est pas très compliqué. Il suffit de l'écrire. On ne va pas faire tous les exercices à la main.
Peut-être le dernier, l'espace vectoriel engendré par tous les polynômes de la forme x-1 fois x puissance k. Alors, l'espace vectoriel engendré par tous les x puissance k, je sais ce que c'est tous les polynômes. Donc, je vais obtenir n'importe quel polynôme quand je fais une combinaison linéaire de ça, qui est la forme x-1 fois quelque chose. Et le quelque chose est un polynôme quelconque, puisque je prends une combinaison linéaire des x puissance k. Autrement dit, cet espace vectoriel, c'est un espace vectoriel qu'on a rencontré juste avant, c'est l'ensemble des polynômes qui s'écrivent sous la forme x-1 fois un polynôme, c'est-à-dire l'ensemble des polynômes divisibles par x-1. Alors, eh bien, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Donc, la prochaine fois, on verra la notion complémentaire de famille libre. Est-ce qu'il y a des questions avant qu'on termine ? Alors, je vous donne quelques informations. Au niveau des quiz, je vais mettre en ligne très rapidement, ce soir ou demain, le quiz noté, un quiz noté sur les développements limités. Voilà, parce que ça vous permettra de pratiquer un peu. Et puis avec le partiel qui arrive, je pense que ça sera utile. D'accord ? Donc, Monsieur. alors, laissez-moi juste finir ma phrase, s'il vous plaît. Alors, ça sera un quiz où vous aurez le droit à 3 tentatives. Donc, ça sera la meilleure qui sera retenue, la meilleure note sera retenue. Ça sera en temps limité, donc vous aurez 45 minutes par tentative. Et vous n'aurez pas de quiz d'entraînement. D'accord ? Donc, en un sens, si vous voulez, le quiz lui-même fait office de quiz d'entraînement. Donc, en contrepartie, je vous donne 3 tentatives au lieu de 2 pour que vous puissiez savoir à quoi vous attendre. Alors, je peux vous donner explicitement le contenu du quiz. Hein. C'est des opérations. Donc, il y a des questions un peu générales sur le développement limité, mais il y a surtout savoir calculer le développement limité d'un produit, d'un quotient et d'une composée. Voilà. Donc, ça, c'est des choses que vous avez ou vous allez pratiquer en TP. Normalement, à la fin de la semaine, tout le monde aura terminé la feuille sur les développements limités. Donc, vous aurez la correction comme toujours une fois que le quiz sera fermé. Malheureusement, on ne peut pas régler, on peut pas vous donner votre note, notamment, il n'y a pas de moyen de régler la note directement après votre tentative. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Monsieur, on aura jusqu'à quand pour le faire ? Oui, alors je vais vous donner une semaine. D'accord ? Donc ça coïncidera à peu près avec le partiel. D'accord. Et par rapport au DM, il sera disponible quand ? Le DM, pareil, ce soir ou demain. D'accord, merci. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant qu'on s'arrête ? Oui, du coup, pour les suites, ça se passe comment ? Enfin, le quiz de suite, du coup. Eh ben, je ne vais pas le faire en même temps, donc il arrivera un petit peu plus tard, mais voilà. Ok. Voilà. Vous avez déjà eu le quiz d'entraînement sur les suites, donc c'est un peu moins urgent. Hein. Enfin, voilà, c'est un quiz d'évaluation qui vous manque, et de même, vous aurez aussi au moins un quiz sur les fonctions qui viendra un petit peu plus tard. J'ai pas compris le quiz noté sur les DL. Est-ce qu'il y a une limite de temps? Enfin, Oui, il y a 3 une limite essais. de temps. Oui, Ok. tout à fait. Ok, merci beaucoup. Bon, bah, s'il n'y a plus de questions, on s'arrête là. Bonne fin de semaine. Et donc, je vous dis à lundi prochain. N'hésitez pas. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser sur le forum Moodle. Si elles concernent tout le monde, c'est mieux que de le faire par mail. Ouais, okay. Pour les DM, j'imagine qu'ils vont être publiés dans la semaine aussi. Vous parlez du sujet ou des notes ? Sujet. Sujet, j'ai répondu il y a un instant. Ah, ok. Bon. Voilà. Oui, d'ici demain. Pas de problème. Monsieur ? Oui. Juste une petite question. La limite de moins 30 sur 0, c'est moins l'infini.
Alors, Enfin, moins 30 sur 0, ça n'existe pas. Donc, si vous la parlez limite, de... quand x tend vers 0, de moins 30 sur x au carré, par exemple. Alors, fait si moins c'est x au carré, ça tend vers quoi? 0. Bah, il faut être plus précis que ça, parce que sinon, on ne peut pas conclure. Voilà, 0 plus, d'accord? Quand vous divisez par 0, 1 sur quelque chose qui tend vers 0, ça n'a pas de limite. D'accord? Il faut être plus précis que ça. Si ça tend vers 0 en changeant de signe, vous pouvez pas, ça peut tendre, ça peut osciller entre des choses qui tendent vers moins l'infini et des choses qui tendent vers plus l'infini. Donc, si vous avez par contre 1 sur 0 plus, ça tend vers plus l'infini, 1 sur 0 moins, ça va tendre vers moins l'infini. Et qu'on a un moins devant. Oui, moins 30 sur x2, évidemment, ça va tendre vers moins l'infini. D'accord, parce que dans la correction, dans TD, c'était écrit plus l'infini. Ah, bah, c'est une erreur, bah, il faut le signaler à votre chargé de TD, ça arrive, c'est certainement une petite erreur de frappe. D'accord. Voilà, ça arrive même aux professeurs. Ok, merci. Voilà. Au Bon, revoir. ben, je vous dis au revoir à tous, bonne semaine. Au revoir, bonne semaine.